Bonjour et bienvenue à tous. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous retrouve encore une fois pour parler d'un thème relevant du domaine très vaste du droit des affaires. On parlera aujourd'hui du droit de la propriété intellectuelle face au développement des nouvelles technologies. Pour parler de ce sujet, j'ai invité une de mes étudiantes, lauréate du master droit des affaires, future avocate. Je lui souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette opportunité et de me donner l'occasion de parler de mon sujet de mémoire, donc qui traite sur le droit de la propriété intellectuelle face au développement des nouvelles technologies. Alors, premièrement, quelle est la problématique de ce sujet? Alors, la problématique, c'est de savoir quel est l'incident du développement des nouvelles technologies sur le droit de propriété intellectuelle et comment se développe ce droit face à ces changements. Pour parler plus clairement et faciliter la tâche à nos auditeurs, en fait, ce qui se passe, le développement de l'environnement numérique a des incidences sur le droit de la propriété intellectuelle en général. Oui, c'est exactement ça. Ce qui peut être dramatique Oui, et pour ça la a création. des conséquences lourdes, oui. D'ailleurs, vous avez commencé votre mémoire par une citation, en fait, où ce sont les dispositions de l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui nous dit « Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique. » Donc, en fait, c'est ça la base. En fait, l'idée, c'est comment arriver à assurer la protection des droits de la propriété intellectuelle face au développement du numérique. Oui. Avant même le développement du numérique, il y avait la photocopie. Il y avait la photocopie Qui mettait en danger. Le droit d'auteur et les droits voisins notamment. Donc tout ce qui va se rapporter aux œuvres, tout ce qui se rapporter aux œuvres littéraires. Ce qui veut dire, ça veut dire, si on n'assure pas cette protection, quelle est la conséquence immédiate? Alors la conséquence immédiate, c'est que ça va priver tout simplement les auteurs d'une partie des revenus qu'ils auraient tirés de la vente des originaux. Et donc, ça va impacter sur le progrès intellectuel. D'accord, donc c'est ça, donc c'est quand même assez grave. Ça veut dire, si on ne protège pas ces droits, de manière générale, à moyen, à court et long terme, on va tuer la créativité. La créativité, et c'est justement les droits de propriété intellectuelle, c'est ce qui permet de donner de la valeur à la création, aux œuvres de l'esprit, et c'est ce qui permet de différencier quelque part l'être humain des autres espèces. Puisque l'être humain est doté d'une intelligence et qu'on vient protéger cette intelligence. Très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de la protection numérique, est-ce que tu peux nous restituer les actifs immatériels dont dispose l'entreprise, ou plutôt de manière générale, quels sont les droits qui composent la propriété intellectuelle? Alors, les droits de propriété intellectuelle, c'est des actifs immatériels dont dispose l'entreprise, qui lui procure une valeur et un avantage économique par rapport à ses concurrents. Donc ça peut être un logiciel, ça peut être une innovation, ça peut être une marque, le panel est vaste. Ces actifs immatériels qui composent la propriété intellectuelle se composent en deux grandes familles. On retrouve d'un côté les droits d'auteur et droits voisins, donc la propriété littéraire et artistique, qui regroupe donc les œuvres classiques telles qu'on les connaît, notamment les œuvres littéraires, les œuvres audiovisuelles, les œuvres artistiques, mais également les logiciels. Puis de l'autre côté, on retrouve les droits de propriété industrielle, donc c'est notamment les brevets, les marques, les dessins et modèles. Mais ce qui est important de savoir, c'est comment on peut distinguer entre ces deux grandes familles. Donc, du côté de la propriété industrielle, on a tout d'abord un but et une finalité qui est industrielle. On a également un dépôt obligatoire à effectuer auprès de l'OMPIC, donc l'Office marocain de la propriété industrielle et artistique, afin d'obtenir cette protection. Alors qu'en matière de droits d'auteur et droits voisins, on admet que la protection existe dès la création de l'œuvre, et peu importe le but et la finalité de l'œuvre, bien sûr, à condition de respecter donc les conditions liées à la nouveauté et à l'originalité. Bien sûr, comme toujours. Alors, comment est impacté le droit d'auteur par le monde du numérique? Alors, pour répondre à cette question, il faut tout d'abord expliquer les différentes composantes du droit d'auteur.
le droit d'auteur a deux grandes composantes. Donc, on retrouve les droits moraux et les droits patrimoniaux. Donc, le droit moral, c'est tout ce qui va toucher au respect du nom de l'auteur, de l'intégrité de l'œuvre, etc. Les droits patrimoniaux, c'est la possibilité donnée au titulaire d'une œuvre d'autoriser ou d'interdire sa reproduction ou sa représentation, peu importe le support. Aujourd'hui, le numéraire, il crée des situations nouvelles que le droit n'avait pas envisagées dans ses règles classiques. Le numérique, pardon. Donc, il crée des situations nouvelles que le droit n'avait pas envisagées dans ses règles classiques. Surtout Internet, qui permet aujourd'hui de reproduire des œuvres à des prix dérisoires, voire gratuitement, sans l'autorisation de leur auteur. Et comme on l'a dit, ça va priver les auteurs d'une partie des revenus qu'ils auraient tirés de la vente de leur œuvre originale. Et ça va impacter sur le long terme, sur l'envie de créer des œuvres, l'envie d'innover. Alors, dans ce cas, quels sont les moyens? Comment peut-on protéger les œuvres ou ces œuvres face au développement du numérique? On peut même dire comment s'adapte le droit d'auteur au numérique. Alors, le droit d'auteur et le droit en général aujourd'hui n'est pas très adapté au numérique. On dit souvent que le droit reste figé dans le marbre. Ça veut dire qu'il s'adapte, mais sûrement pas à la même vitesse, toujours avec un temps de retard. Aujourd'hui, le Maroc il a pris conscience de ces enjeux et il a mis en place une vraie stratégie en matière de nouvelles technologies axée sur la confiance numérique. Ça, on l'a vu ces dernières années à travers l'adoption de la loi 43-20 sur les transactions électroniques ou encore la loi 07-03 qui vient compléter le code pénal par rapport aux infractions liées au traitement automatisé des données. Mais ce qui nous intéresse dans notre matière, c'est la loi 200 sur les droits d'auteur et les droits voisins. Donc, le législateur, afin d'adapter les droits d'auteur au rythme du progrès et au numérique, il est venu actualiser cette loi, notamment à travers la loi 3405, qui vient apporter des dispositions nouvelles et qui vient, par exemple, elle vient régir toutes les infractions liées à la contrefaçon numérique et qui vient apporter, ce qui est le plus intéressant avec cette loi, c'est qu'elle vient instaurer un régime spécial de responsabilité des prestataires Internet en matière de droits d'auteur et droits voisins, vu le rôle qu'ils jouent en la matière, parce qu'au final... Ça veut dire qu'ils auront un rôle de gardien? De gardien, voilà, parce qu'au final, c'est eux les transporteurs des données numériques et des œuvres. Donc c'est à eux de mettre en place les moyens pour contrôler... Oui. Donc c'est à eux de mettre en place les moyens techniques afin d'interdire le partage des œuvres protégées. Il y a eu donc une actualisation également de la loi 200 à travers la loi 66-19 qui a été publiée récemment au bulletin officiel, donc en 2022, qui vient apporter des définitions nouvelles comme celle du partage du contenu via Internet. Mais aujourd'hui, il faut le dire, la loi 200 suscite énormément d'interrogations et énormément de critiques, puisque les définitions données restent quand même insuffisantes. Mais ce qui est le plus grave, c'est que les actes incriminés ne sont pas très bien déterminés, voire ne sont pas déterminés du tout. Et cela porte atteinte aux titulaires de droits d'auteur. C'est-à-dire qu'elle a l'avantage d'exister. Maintenant, comme toute loi, elle pourra être améliorée. Au moins, elle est là. Elle est là, mais il y a un besoin aujourd'hui de changement. De la revoir et de l'adapter. Oui. Alors, peut-on faire la transition vers la propriété industrielle et évoquer de manière plus précise comment sont impactées les marques par le numérique? Alors, en matière de propriété industrielle, justement, c'est les marques qui sont le plus impactées par le développement du numérique et surtout d'Internet, avec l'émergence des noms de domaine. Donc, les noms de domaine, aujourd'hui, sont devenus une nécessité pour les entreprises pour se développer et se protéger sur Internet. Mais il faut rappeler qu'un nom de domaine n'est qu'un moyen technique de localisation d'un site Internet. Il n'est pas protégé par la propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, il y a un débat pour savoir si l'on doit le considérer comme un signe distinctif comme les marques. Donc aujourd'hui, il y a un conflit entre les noms de domaine et le droit des marques, puisque en matière de nom de domaine, l'attribution se fait sans contrôle a priori, et la règle, c'est le premier venu, le premier servi. Cela a eu pour conséquence l'émergence de nouvelles infractions qui portent au droit des marques, notamment le cybersquatting et le typosquatting. Donc pour distinguer entre les deux, le typosquatting, c'est le fait
de s'attribuer comme nom de domaine le nom d'une marque, mais en jouant volontairement sur une petite faute d'orthographe, par exemple supprimer un S ou ajouter un E afin d'induire les utilisateurs en erreur, alors que le cybersquatting, c'est le fait de s'attribuer comme nom de domaine le nom d'une marque qui ne s'est pas encore attribué ce nom de domaine, afin de le lui revendre plus tard à un prix d'or. Il y a des formes de chantage qui ont eu lieu, qui commencent à diminuer ces dernières années, oui. Mais à un moment donné, avec l'explosion de l'Internet, c'était incroyable. On a vu des cas exceptionnels. Oui. Et c'est pour ça qu'on disait qu'Internet était un monde de non-droit. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement. Et donc, non, il y a une maîtrise meilleure qu'auparavant. En tout cas, par exemple, si vous voyez YouTube, par exemple, dans le monde de la musique, il y a un contrôle incroyable. Incroyable. Pour protéger, pour assurer une protection des droits d'auteur. Alors, dernière question. Est-ce que les procédures judiciaires classiques, telles qu'on les pratique, sont adaptées au monde du numérique? Alors, déjà en matière de propriété intellectuelle, on dit que ces droits ne sont fiables que dans la mesure où les moyens de protection le sont également. En matière du droit du numérique, le droit du numérique, c'est un monde qui évolue rapidement. Les procédures judiciaires ne suivent pas la même évolution, voire que le monde du numérique, il a des particularités qui peuvent être mieux appréhendées lorsqu'on a recours, par exemple, à l'arbitrage. Ces particularités, pour les citer, par exemple, les moyens techniques, puisque quand on parle du l'arbitrage, ça veut dire que l'autre partie est là, mais en général, dans le monde du numérique, quand il y a un cybersquatting ou autre, ça veut dire en fait l'adversaire n'est même pas visible. L'adversaire n'est pas visible. Donc c'est pour cela qu'on parle de procédure judiciaire. L'arbitrage ne peut pas résoudre tous les problèmes. Ne peut pas résoudre, mais par exemple, les intervenants lors d'un litige qui porte par exemple sur un nom de domaine doivent être des experts et doivent être spécialisés dans le monde du numérique. Or, aujourd'hui, les juges tels qu'on les connaît, les juges classiques, on peut se poser la question de savoir s'ils ont des formations adaptées dans le monde du numérique. Alors que l'avantage en matière d'arbitrage est parti où les parties peuvent décider. Quand on connaît, justement, quand on arrive à identifier les parties, ils peuvent décider préalablement. Parce que vous allez choisir les arbitres qui ont la formation adaptée. Adéquate. Donc, effectivement, en somme, vous dites que les procédures judiciaires classiques ne sont pas adaptées. Ne sont pas adaptées, et puis c'est des procédures qui sont très longues. Alors que le monde du numérique, c'est un monde qui évolue rapidement. Il y a une certaine nécessité de rapidité qu'on ne retrouve pas dans les procédures judiciaires classiques. Mais aujourd'hui, les procédures classiques tendent à évoluer, tendent à devenir plus numérisées, et que ce soit dans le monde, pas uniquement dans le monde du numérique, mais dans le monde des affaires de manière générale, on assiste à une vraie déjuridictionnalisation des procédures et à une certaine dématérialisation, et on tend plus à donner de l'importance aux côtés. Et ça, en tout cas, c'est l'avenir. Écoutez, je vous remercie pour ces précisions. Merci à vous. Ce sont des informations très claires. Le sujet est vaste, on ne peut pas le limiter à quelques minutes de discussion, mais au moins ça donne une idée à nos auditeurs ou nos abonnés. Avant de nous quitter, votre lecture, Hors du droit, qu'est-ce que vous lisez? Alors, Hors du droit, j'aimerais vous parler d'un livre qui m'a énormément marqué et qui me tient énormément à cœur. Donc, c'est Khalil Gibran, Le Prophète. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre que Khalil Gibran a offert au monde. Donc, en fait, c'est Gibran, Khalil Gibran. Oui, Gibran, Khalil Gibran. Et donc, c'est écrit, c'est une écriture très poétique. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui, avant de quitter son village, va transmettre des enseignements aux villageois et il va traiter de tous les sujets de la vie. Donc, chaque chapitre va traiter d'un sujet différent. Donc, il va traiter de différents sujets, de l'amour, du bonheur, de la vie, de la mort, du mariage. Et pour moi, c'est certainement un guide philosophique et spirituel qui m'a énormément inspirée. Donc pour toutes les... En fait, c'est un classique et vous faites de temps en temps un retour vers les classiques, ça c'est très très bien. Oui. Des relectures de classiques. Le Prophète, c'est un ouvrage qui a fait son chemin depuis déjà des décennies. Et effectivement qui a marqué, qui nous a tous marqué. Oui. On vous conseille de le revoir. C'est un livre de sagesse. Oui, écrit de manière très poétique et donc
Moi, je conseille à toutes les personnes qui cherchent des lectures un peu spirituelles et philosophiques à s'intéresser Ou à des ce livre. réponses Ou des réponses, bien sûr. à des questions. Mais écoutez, je vous remercie infiniment. Merci à vous, Je vous souhaite une bonne continuation, Merci une bonne beaucoup. réussite. Et à nos abonnés, je dis à très bientôt.